Bonjour, aujourd'hui le Cercle des Volontaires est au 40e Festival international de la bande dessinée Angoulême. Nous allons prendre la température auprès des lecteurs, auteurs, des éditeurs. Allez, suivez-moi. Donc je m'appelle Lola, j'ai 20 ans et je suis étudiante en école d'illustration et BD à Épinal. Dessinateur et scénariste de la série Dwarf chez Delcourt. Bonjour, bonsoir même, Richard Saint-Martin, des éditions Aquileos. Donc je suis Vincent Solé, je suis le responsable des albums Chef Glacial et rédacteur en chef adjoint. Bonjour, je m'appelle Ellie Storm, je travaille chez Ankama Édition. Bonjour, moi c'est Jérémy, c'est la première fois que je viens au festival d'Angoulême. Déjà, on va dire que globalement, la BD, ce qui a toujours été bien de toute la génération, c'est que ça permet évidemment de s'évader énormément. Que ce soit dans des histoires qui soient poétiques mais rattachées à la vie de tous les jours, ou des histoires fantastiques, ça a toujours été le gros point fort de la BD, évidemment. Le gros point positif, c'est la richesse, la diversité. C'est de la bande dessinée internationale, c'est tous les formats, tout type d'expérience. Voilà, c'est très basique, mais c'est pourtant une vérité. C'est la grande richesse du médium. Pour moi, les points positifs de la BD actuelle, c'est la variété, la motivation de plus en plus de jeunes. Aujourd'hui, on en reçoit de plus en plus de beaux projets. Beaucoup d'auteurs, de dessinateurs étrangers viennent en France parce qu'ils sont attirés par la production française qui se développe de plus en plus. Les points positifs de la BD, c'est que c'est vachement sympa comme milieu. C'est un milieu qui n'est pas encore comme la musique, la télé ou le cinéma, comme j'imagine. C'est encore un visage humain, tout le monde se connaît. On boit des coups, on se marre bien. Et puis on fait de la création. Et voilà, c'est un milieu très très sympathique. Le point noir, c'est à contrario ça, c'est qu'aujourd'hui il y a enfin non, pas à contrario, c'est qu'on a on critique beaucoup la surproduction on en est effectivement pas loin, mais c'est surtout un manque de discernement au niveau éditorial, je pense. Donc ça c'est un gros point noir, c'est qu'on inonde sans véritable discernement. Et donc on nuit un petit peu, au support, au métier en général, au métier au pluriel, aux éditeurs, aux artistes. Voilà. Qu'est-ce qui serait intéressant pour vous qui n'a pas manqué à la BD Qu'est-ce qui manquerait peut-être au niveau éditorial une plus grande exigence. Je ne dis pas que je suis le plus exigeant des éditeurs, mais il manque une certaine exigence. Et surtout, encore une fois, un boulot, on confine, la BD reste confinée, aussi bien au niveau médiatique que le milieu en lui-même. Donc sûrement une plus grande diversité, une plus grande ouverture et une médiatisation plus sérieuse. Les petits Mickey, ça va 5 minutes. Voilà. Je dirais que la BD a tendance à, en général évidemment, à toujours un peu rester dans des clichés, c'est-à-dire l'exploitation, je prends un exemple hyper bateau. Sur l'image de la femme par exemple, on a toujours des femmes qui sont hyper bien foutues avec des gros seins, des fesses parfaites, etc. Et c'est un cliché parmi d'autres, mais il y en a beaucoup comme ça qui courent et qui font que parfois on a tendance à vouloir que la BD évolue un peu de ses codes et de ses stéréotypes. Après, ce que je dirais aussi sur la BD, c'est que le gros point négatif, c'est la vie des BDistes en elle-même, parce que c'est un métier qui n'est pas du tout reconnu, qui ne paye pas beaucoup.
Et c'est surtout extrêmement méprisé par tout ce qui est le milieu des beaux-arts, le milieu des arts en général. On considère que c'est pas un art, que c'est commercial. Les gens, lorsqu'on leur dit qu'on veut faire de la BD, ils disent « Ah, t'es un branleur, tu pourras rien faire de ta vie, t'es un raté, etc. » Enfin, ça souffre d'un espèce de cliché qui est... Enfin, ça a une image extrêmement négative et ça c'est quand même regrettable parce que la BD c'est vraiment un travail à part entière et c'est un endroit où on exploite vraiment, où on peut développer des questions, des problématiques qui soient philosophiques, culturelles. Il n'y a pas que la BD pour enfants ou même la BD pour enfants, c'est quelque chose de très bien. Donc, voilà. Moi je trouve que c'est un boulot super, donc actuellement j'ai pas véritablement de vision de point noir qui puisse exister. Si peut-être que quand on démarre, on devrait être un tout petit peu plus assisté sur toutes les questions d'imposition, de frais liés à la GESA, l'IRSEC, etc. Quand on arrive dans la bande dessinée, ce qu'on veut c'est être publié. Et puis quand ça se passe bien, quand ça se passe bien, l'éditeur nous paye nos avances sur droit et puis ça se passe bien, mais sauf qu'à un moment donné, on a des gens qui nous contactent et pour nous dire vous devez des sous et on ne sait pas comment ça se fait, on ne sait pas, etc. Donc ça c'est un peu compliqué parce qu'on est un petit peu obligé de se débrouiller tout seul. On a rarement une assistance de la part de la maison d'édition pour comprendre le truc. Et puis ce qui me dérange un peu aussi, c'est qu'on n'est pas les ventes sont pas toujours transparentes, on n'a pas toujours de moyens de vérifier que effectivement les ventes se passent bien et dans quelle quantité. Je trouve que la bande dessinée d'une manière générale en ce moment s'extrémise. Il y a des côtés qui sont vraiment très intéressants de créativité et de nouveauté, d'innovation, et d'autres côtés qui sont l'industrialisation et l'attaque du grand public. On retrouve des bandes dessinées humoristiques sur des thèmes où finalement c'est des reprises de blagues populaires pas forcément très bien mises en scène. On sent que c'est fait au kilomètre et que ça apporte pas grand chose. Des ressorts scénaristiques et graphiques qui sont toujours les mêmes. Par contre, un des points négatifs de la BD française, c'est la surproduction. Je trouve qu'on perd en qualité. Pour moi, ce qui pêche le plus, c'est au niveau du scénario. Je trouve qu'on s'attache plus à l'aspect graphique qu'à l'aspect scénaristique. Et moi, je travaille énormément sur ça. Un auteur doit être accompagné dès le début et un projet commence par un scénario. Ah non, je pense pas. Non, très honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même un médium où il y a possibilité de s'exprimer de façon très différente et pas forcément selon des courants établis et académiques. Aujourd'hui, je crois que les éditeurs font vachement d'efforts pour pouvoir proposer aux lecteurs des choses qui sont très proches du blog, très proches du carnet de voyage, très proches de certains courants, enfin certaines écoles de bande dessinée qui conservent des auteurs qui sont dans la veine et tout. Non, je crois que c'est assez large comme proposition la bande dessinée aujourd'hui. Si, ça existe, hein, ceci dit, il y a de la BD politique et tout ça, et puis nous, Fil de la Salle, on est un peu, sauf qu'on est apolitique, mais par contre on est un peu dans la subversivité, on a un journal où il n'y a pas de publicité, on fait ce qu'on veut, il n'y a aucune censure, on fait absolument ce qu'on veut. Maintenant, aucune censure, à part la nôtre, mais qui s'applique très rarement. Bon, le truc c'est que nous on est là pour faire rigoler les gens, on n'a pas de message politique particulier à faire passer. Notre nouveau numéro qui est là, le thème c'est le discount, le low cost. C'est pour ça qu'on offre un pot de mayonnaise dégueulasse avec. Lisez-le, vous verrez, c'est trash, c'est un machin. Après, on est loin d'être les seuls là-dessus. Il y a le Psychopathe, notre proche cousin qui fait ça. En BD, si, il y a quand même des choses, des mecs comme Étienne Davodo et tout ça font des BD qui sont importantes au niveau politique et sociétal. Est-ce qu'il en faudrait plus? Oui, mais comme dans tous les médias, en général. Il y a toujours des problèmes aussi, voilà, de droit et on va dire, de sujet, bien évidemment. Il faut aussi faire attention à ne pas mettre de choses trop en avant, mais
Mais il y a une façon aussi de l'aborder qui peut être de manière un peu plus implicite, latente. Et je pense qu'effectivement, on voit des choses un peu plus... il y a toujours la BD mainstream, mais il y a des choses qui transparaissent de plus en plus, qui sont plus engagées, je trouve. Bonjour Monsieur Coyote. Bonjour. Ah, bah tu sais qui je suis alors. Ben oui, ben moi oui, mais pense à ceux qui ne te connaissent pas peut-être. Ouais, mais je suis pas du genre. Bonjour, je m'appelle Coyote. On s'en fout là. Je suis Coyote. Si tu me parles juste de la BD et du dessin, je vais te dire, c'est juste que le dessin c'est kiffant. Et que si je suis dessinateur, c'est que ça me fait plaisir à moi d'abord. Si tu me parles du milieu festival, etc., pourquoi c'est bien? Eh ben parce qu'on retrouve des frangins, des potes qu'on voit qu'une fois par an. Angoulême, j'y vais obligatoirement parce qu'il y a des gens que je vois qu'une fois par an. Il faut le savoir, le tout premier film, on oublie les Frères Lumière, la sortie des usines machin, l'entrée en gare du train de la Ciotat, c'était des petits bouts d'essai. Premier film avec un vrai scénar, c'est L'arroseur arrosé. Et c'était d'abord un strip, c'était d'abord une BD. Donc la BD est née avant le cinéma et de toute façon pour faire un film, il faut faire quoi? Un storyboard. Qui c'est qui fait les storyboards? C'est les auteurs de BD. Donc 7e art, puis nous 9e art, c'est un peu vexant. Mais bref, les arts premiers, les arts du dessin, la BD, c'est le premier art, quoi. Et donc c'est un pur putain de plaisir, le dessin, en fait, c'est de l'onanisme. On se branle, on se fait plaisir, tu te fais rêver, tes gamins, tu déshabilles les plus belles femmes du monde, petite fille, elle se dessine des chevaux avant de pouvoir s'en payer un. Donc le dessin, d'abord, c'est se faire plaisir. Et après, une fois qu'on est là-dedans, eh ben ouais, le milieu, en fait, c'est une confrérie, je ne vais pas dire que c'est une secte, mais on a tous les mêmes soucis, les mêmes envies, on bande tous au même truc, et avec des styles différents. Et on est des gens assez hypersensibles et avec... en fait, on a tous des vieux traumas et machin comme ça, mais une hypersensibilité qui fait que on est tous frères quelque part et on se bouffe pas les places, on n'a pas envie de pousser un tel pour prendre sa place, etc. Le milieu de la BD est vachement préservé par rapport au cinéma, par rapport à la littérature, ils se bouffent tous la tête pour avoir tel ou tel prix. Mais dans la danse, ils sont prêts à se faire tomber dans les escaliers. Nous, on s'aime bien. Donc, ouais, j'ai envie de dire, c'est une bonne bande de potes, le festival BD. Angoulême, c'est le truc un peu gros, mais en même temps, c'est là que tu vas découvrir les jeunes auteurs et là où tu vas revoir les anciens. Et puis tu apprends qu'il y en a un qui est mort, et puis c'est triste, etc. Bref, c'est un peu la réunion de famille, si tu veux. Les points noirs, j'en vois pas, à part ici, ce serait peut-être baisser le prix des boissons. Dans le milieu de la BD, ouais, tu l'as dit toi-même tout à l'heure, j'aurais peut-être pas osé le dire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs qui sortent, et donc dans beaucoup de trucs, ça veut dire aussi beaucoup de merde. Mais c'est pas parce qu'on enlèvera ces merdes-là que ça fera plus de place aux autres, et je dis que si, à un moment donné, un éditeur a décidé de sortir un bouquin, même si c'est pour en sortir 1000-2000 exemplaires, je sais que ça vaut le coup, il y a peut-être des clients pour ça. Les points noirs, j'en vois pas vraiment. Moi, j'ai toujours eu des bons éditeurs et peut-être parce que je fais du chiffre, ils me parlent bien. C'est certain que j'aime pas les éditeurs chez qui il faut aller négocier un contrat. J'ai des confrères à moi qui, même au bout de plusieurs bouquins, on les vend le ventre noué, les tripes qui se retournent, tout ça parce qu'ils doivent aller négocier un contrat la semaine suivante chez un tel ou un tel. Donc bref, ça c'est peut-être pas mieux. Je travaille pour les éditions Delcourt et j'ai suivi la réalisation du livre de Philippe Scorzoni sur la Saison Brune et un autre livre aussi qu'il a fait précédemment mais qui n'est pas dans l'exposition puisque c'est une fiction, il n'y a pas de la dimension politique, qui s'appelle Un après-midi un peu couvert. Voilà, ce sont les deux livres que j'ai suivis avec lui. Oui, bonjour, Nicole Ozou, moi je suis bénévole à la Maison des Peuples et de la Paix à Angoulême et tous les ans nous organisons des expositions on peut dire entre guillemets militantes, puisque la première année c'était Fix et le Varé avec Putain d'usine et Chris Mirror avec ses albums sur les tziganes. La deuxième année Chantal Montelier. La troisième année, donc l'année dernière, c'était
on a mis le focus sur la Palestine avec Jo Sacco, Maximilien Leroy et Rohani Oko. Et cette année, on en avait parlé déjà depuis plusieurs années, c'était donc Philippe Squarzoni. Et on était heureux de faire de la MPP l'univers de Philippe Squarzoni. Voilà, on a réussi. Dommage, il n'a pas pu venir, mais on l'a quand même eu ce soir par Skype. Alors moi c'est très simple, ma légitimité est vraiment très mince dans l'affaire. Il se trouve que je connais bien Philippe, moi je m'appelle Fabrice No, pardon. Je suis auteur de bande dessinée, j'ai fait une autobiographie chez l'éditeur Hugo Comics et puis il se trouve que maintenant je suis chez Delcourt, du reste pour une fiction qui s'appelle Newman. Et en fait c'est que je connais Philippe depuis assez longtemps et le hasard a fait, pour faire simple, que j'ai vu l'exposition et Nicole me disait qu'elle était un petit peu inquiète de l'interview avec Philippe par Skype. Et moi, je me suis simplement dit que comme je le connaissais assez bien, je pouvais juste venir donner un coup de main pour éventuellement faire un petit peu la discussion avec Philippe. C'est tout. Voilà. Bien. Et la justification de sa présence, qui est très importante, c'est que, et comme Philippe Squarzoni l'a dit tout à l'heure au public, le travail de Fabrice a compté énormément dans son propre travail pour prendre la forme qu'elle a aujourd'hui. On a une certaine parenté de narration et de façon de façon de raconter les choses. Et Philippe l'a dit au début, mais c'est vrai que c'est pas trop à moi de le dire, qu'il avait trouvé dans mon travail que pour la première fois, enfin il trouvait qu'on pouvait faire une bande dessinée discursive, c'est-à-dire de parler, de donner des opinions et de commencer à parler techniquement de politique, de philosophie dans une bande dessinée sans forcément passer par des personnages qui se parlent, qui ont un dialogue platonicien ou quelque chose de cet ordre-là. Et voilà, c'était ce qu'il avait a priori, ce qu'il dit de mon travail. Mais ce qui est vrai, c'est que maintenant, c'est vrai qu'on voit beaucoup de bandes dessinées où les gens racontent leur nombril, voilà, du début à la fin, c'est que ça commence à être un petit peu pénible. À tout moment, on n'est pas obligé de les lire. Enfin, bon. Mais là, c'est vrai que c'est un travail complet de réflexion, c'est très très intelligent ces albums. En plus, moi je trouve qu'effectivement les dessins sont absolument fascinés. Moi je trouve qu'il y a maintenant une profondeur dans ses dessins, dans sa façon de dessiner a évolué et c'est vraiment même du plaisir parce que ces albums ne sont pas si faciles que ça à lire. Et Saison brune, c'est un livre quand même un peu rébarbatif, mais on ne s'en lasse pas parce que c'est beau, parce qu'il fait des beaux dessins quand même. Voilà. Oui, il développe des thématiques. Ma Saison brune, c'est sur le réchauffement climatique. Dol, c'était sur la situation économique de la France sous les années Raffarin, on va dire. Et il avait commencé par Garduno en temps de paix et Zapata en temps de guerre, qui était sur le libéralisme mondial. Et Torture blanche, qui était sur la Palestine. Vous pensez que peut-être qu'il manque un peu d'auteurs comme ça qui donnerait justement plus une idéologie et un engagement citoyen? C'est assez rare. C'est assez rare. Ça existe. Ce qui m'a beaucoup plu justement de donner cette possibilité à Philippe de réaliser ce livre important dans des conditions à peu près pas confortables, hein, mais en tout cas acceptables, décentes, c'est de donner la possibilité à quelqu'un qui a ce type de préoccupation, d'intelligence, de recherche de compréhension. Quand il s'est posé la question, mais qu'est-ce que c'est que le réchauffement climatique au bout du compte? De rigueur. Et quand il s'est rendu compte qu'il n'en savait rien, il s'est dit, mais alors tout le monde est pareil, je vais me concentrer là-dessus et tenter de comprendre. En fait, je crois que s'il y a une chose que Philippe Squarzoni déteste, c'est de ne pas comprendre quelque chose. Parce qu'au bout du compte, ça veut dire qu'on peut nous manipuler comme on veut, hein, quand on ne comprend pas. Et ce travail-là, justement, de se consacrer 4 ans de sa vie, plus de 4 ans de sa vie au bout du compte, pour arriver à nous raconter comment lui a compris les choses, pour que nous le comprenions à notre tour, je trouve que c'est une chance pour nous d'avoir des gens comme ça, effectivement. Mais tout le monde n'a pas cette capacité-là, attention. Il y a des gens qui comprennent très bien les choses et qui ne savent pas les exprimer. Lui, en plus, c'est un auteur de bande dessinée qui maîtrise très bien les règles de narration et de création d'une bande dessinée et qui met cette connaissance-là au service de sa propre recherche, et tout ça nous est livré dans un livre d'une compréhension au bout du compte très simple. Il suffit effectivement de faire un peu un effort, l'effort
très petit effort par rapport à l'énorme effort que lui a dû réaliser pour pouvoir parvenir à ces plus de 500 pages qui doivent nous accompagner dans la compréhension de ce phénomène-là. On peut lui reconnaître une rigueur et une limpidité dans le discours, tout simplement. Super. Ben, je vous remercie. Je suis Patrick Pinchard, je suis donc un passionné de bande dessinée puisque ça fait une quarantaine d'années que je suis dans le bain de la BD. J'étais un des premiers à écrire sur la bande dessinée au début des années 70, à l'époque où on ne considérait pas que la bande dessinée était un métier, que c'était plutôt un amusement pour enfants. J'ai créé la première émission de radio sur la bande dessinée, c'était une émission de 2 heures qui a duré 16 ans en Belgique et qui a interviewé tous les petits jeunes qui débutaient à l'époque, du style François Skeuten, Jonas Sokal, Tom et Jean-Henri qui ont repris Spirou et Fantasio par la suite. Je suis rentré aux éditions du Puy en 1987 comme rédacteur en chef du journal Spirou. Je me suis occupé du multimédia ensuite pendant une dizaine d'années avant de redevenir rédacteur en chef de Spirou, puis éditeur aux éditions du Puy. Et puis j'ai créé en 2010 les éditions Sandawe, qui est un système d'édition par financement participatif qui regroupe un peu tout ce que j'ai fait en 40 ans de passion de bande dessinée, c'est-à-dire m'occuper des jeunes auteurs, m'occuper des grands auteurs, l'édition et le multimédia, puisque ça se passe sur Internet. Alors ce qui se passe dans la bande dessinée maintenant est assez fantastique d'un côté, parce que je pense qu'il n'y a jamais eu autant de talent parmi les jeunes auteurs. Il n'y a jamais eu autant d'auteurs de bande dessinée, avec des talents vraiment extraordinaires, qui arrivent à une prouesse technique dès le départ, avec une personnalité graphique dès le départ importante, qui leur permettrait d'être publiés et qui leur permet souvent d'être publiés. Il y a aussi toute une création en matière de numérique. On est en train de songer au développement des médias numériques, puisqu'avant il y avait les bandes dessinées qui étaient publiées en forme de magazines. Ces magazines ont disparu. Ça permettait à des jeunes de faire le premier pas, de faire découvrir leurs œuvres aussi. Il reste Spirou, Fluide Glacial, et puis plus rien des historiques pilotes, Tintin, Métal, les Humano et compagnie. Ce qui veut dire que les jeunes ont un mal fou pour se faire découvrir, et ils ont créé à la fois des blogs, c'était sur Internet, des blogs qui leur permettaient de montrer leurs travaux et d'évoluer. Puis maintenant, il y a tout un système de développement de revues de bande dessinée sous format numérique, avec à la fois une création numérique, donc quelque chose qui est créé spécifiquement pour ce média, et aussi la diffusion de BD traditionnelles via le numérique, via les tablettes numériques. Ça, c'est le point positif. Je pense que vraiment, il y a un fourmillement d'auteurs et d'idées et de créativité. Le gros souci, c'est qu'il y a plus de 5000 albums qui sont mis sur le marché, que tout le monde est noyé, que les libraires ne savent plus suivre les projets, les journalistes ne savent plus lire tous les albums, qu'il n'y a plus de place pour tout le monde. Alors on met beaucoup de livres sur le marché. Un éditeur comme Delcourt met 900 livres par an sur le marché, ce qui est considérable, noyant vraiment tout le monde. Et un album d'un jeune auteur a très peu de chances de s'implanter. On peut considérer qu'un livre qui est mis en place en librairie, après 15 jours, il a déjà disparu. Alors qu'est-ce qui reste? Il y a des piles de best-sellers, de 13, de Largo Winch, de Petit Spirou, de Titeuf qu'il y en a un, des énormes piles quand il y a un Astérix. Il y a à côté de ça les piles de quelques coups de cœur des libraires, parce que les libraires sont extrêmement importants encore comme prescripteurs pour conseiller les lecteurs quand ils ont le temps de lire les bandes dessinées, parce qu'il est impossible physiquement de lire 5500 bandes dessinées par an. Puis tout le reste est mis sur le côté. Quand une caisse arrive, il faut faire de la place en librairie, donc on doit sortir des livres. Et les albums qui ne font pas leur preuve dès le départ, qui n'accrochent pas le lectorat dès le départ, restent 10-15 jours en librairie. Ce qui veut dire qu'un jeune auteur qui lance son premier album, la plupart du temps, un éditeur préfère mettre l'argent du marketing sur les best-sellers, il vient au secours de la gloire en fait, ne met pas un centime sur un jeune auteur. Et si la sauce prend, il va décider à ce moment-là de l'aider avec du marketing. Si elle ne prend pas, on arrête et on passe au suivant. Et c'est comme si les auteurs de bande dessinée devenaient des Kleenex à jeter. Alors évidemment, la tentation est grande de faire de l'auto-édition. L'auto-édition, je pense que c'est facile parce qu'il y a des outils pour ça. Il y a des sites de crowdfunding, un peu comme le nôtre parce qu'on utilise partiellement ce système, qui permettent de récolter de l'argent pour imprimer un livre. Donc un jeune auteur pourrait très bien faire son livre lui-même.
sachant qu'une vente moyenne d'un premier titre est de 1300 exemplaires. Imprimer 2000 exemplaires, c'est pas très cher, on peut récolter l'argent pour ça. Mais on se trouve alors avec dans son appartement 2000 livres. Alors on peut commencer à les vendre dans le circuit familial, chez les amis, à l'école, etc. Mais c'est un circuit assez limité. Le gros problème de l'auto-édition, c'est la diffusion. Donc une maison d'édition offre des services que l'auto-édition ne permet pas de faire. Nous, notre réponse à ça, c'est que nous avons une maison d'édition qui est, on pourrait dire, traditionnelle parce que nous offrons tous les services que sont la sélection des projets, parce que beaucoup de projets d'auto-édition sont des choses qui ont été vraiment refusées partout, qui ne sont pas forcément de bonne qualité. Pas toujours refusées partout pour de bonnes raisons, mais c'est souvent refusé partout parce que ce n'est pas bien dessiné, ou l'histoire n'a pas un grand intérêt. Nous payons les auteurs, nous avons une avance sur le droit pour chacun de nos auteurs. Nous payons l'impression bien sûr d'un certain nombre d'albums. Nous faisons une promotion, ça veut dire que tout album qui est publié chez nous bénéficie d'un budget de promotion, ce qui est vraiment de plus en plus rare dans les maisons d'édition traditionnelles. Et la spécificité aussi de notre maison, c'est que le financement est fait par des internautes, mais en plus, la promotion est faite aussi avec l'aide des internautes. Sandaway.com est donc un site de financement participatif d'édition de bande dessinée qui regroupe des auteurs et des lecteurs. C'est un système qui permet de faire éditer des albums qui n'ont pas trouvé leur place dans le circuit traditionnel et pour de mauvaises raisons, parce que je reçois des projets qui sont vraiment d'excellente qualité et je ne comprends pas qu'ils n'aient pas été acceptés par l'éditeur traditionnel. Ces projets sont présentés sur notre site et les auteurs présentent l'évolution de leur travail, communiquent avec les internautes. Il y a une véritable connivence qui s'installe et les internautes qui ont envie de les aider peuvent les financer à partir d'une somme de 10 €, quoi. Donc c'est pas très élevé. Et une fois que le budget permettant l'édition de l'album est récolté, ils reçoivent tout un matériel de buzz. Alors à la fois du matériel de buzz numérique, bande-annonces à diffuser, utiliser les réseaux sociaux pour parler de l'album avec des images à diffuser, etc. Mais aussi des flyers qu'on imprime et qu'on leur envoie pour qu'ils distribuent autour des affiches à aller distribuer chez les libraires du coin, etc. Et donc il y a tout un système de promotion qui est fait pour accompagner l'auteur et essayer d'en faire un succès. On a un peu de tout. On a du tout public, on a du roman graphique en noir et blanc, on a ouvert une ligne érotique, on a un premier projet érotique, on a de l'aventure classique historique, un peu comme tous les éditeurs maintenant. Il n'y a pas une ligne directrice qui se précise, on fait un peu de tout. Ça va se préciser au fil du temps, on est trop petit encore, on est tout jeune, on a à peine 3 ans d'existence, on n'a que 40 projets, donc c'est pas encore énorme. On voit la diversité de projets, on peut voir aussi combien il est simple de dialoguer avec les auteurs. Et on découvre grâce à ça tout ce qui est l'envers du décor. On découvre comment les auteurs de bande dessinée créent leur bande dessinée. Ce qui est finalement assez rarissime parce qu'un amateur de bande dessinée qui veut rencontrer un auteur, il est condamné à faire 4 heures de queue pour avoir une dédicace et il a 30 secondes pour lui dire « Monsieur, j'aime bien ce que vous faites », il n'a pas plus, quoi. Parce que derrière, il y a 200 personnes qui attendent. Ici, pendant toute la durée de financement d'un album, il peut dialoguer avec lui. L'auteur montre toute l'évolution de son travail, des esquisses, des croquis. Il y a des connivences qui s'installent. Ils font des animations du style, ils proposent un rôle dans la BD à des lecteurs. Dans Le Chevalier Mécanique, qui est une BD historique qu'on fait, le rôle de D'Artagnan est avec le visage d'un des édinautes du projet. Les édinautes, c'est des internautes éditeurs. C'est un nom qu'on a créé pour l'occasion. Dans un autre album, qui est Maudit Mardi de Nicolas Vado, qui est un magnifique roman graphique, il a intégré le nom de tous ces édinautes cachés dans les noms des rues, des plaques de voitures, des noms d'hôtels, etc. Il y a toute une créativité en fait, il y a une émulation qui se passe et les auteurs et les lecteurs se donnent des idées et on est à l'écoute de ça et on essaie de favoriser le plus possible tout ce qui est comme créativité. Bien, je vous remercie. Voilà.